Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Géry Abdallah Koulelemba, bonjour. Bonjour. Alors Géry, tu es actuellement formateur pour un centre de formation très connu dans l'humanitaire, Bioforce Dakar pour ne pas le nommer, et tu as tout un parcours dans l'humanitaire, tu es congolais d'origine. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Merci beaucoup pour la question. Je suis Géry Abdallah Koulelemba, comme vous l'avez dit, congolais d'origine. Comme il y a deux Congos, je me tiens à préciser que je suis congolais de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kinshasa. Et mon parcours humanitaire, en quelques mots, c'est que alors j'ai commencé le parcours avec des structures internationales, pas en international, mais je veux dire travaillant au pays avec des organisations non gouvernementales internationales. Nous sommes en 2009. Où je commence comme un agent de terrain, travailleur social sur le terrain. Et dans un coin au nord Kivu, en République démocratique du Congo, dans un coin qui est toujours affecté par des crises armées. Et c'est avec cette structure-là que je commence comme travailleur social. Je suis vraiment à l'intérieur. Et c'est là que, après avoir appris les bases sur la protection de l'enfance dans une organisation locale, pendant que j'étais en même temps au niveau de l'université, parce que j'ai fini aussi l'université en droit. Puis j'ai travaillé avec cette structure-là qui m'a donné les compétences de base dans le travail social. Et puis maintenant, je rencontrais maintenant cette structure, cette organisation non gouvernementale internationale où je commençais à travailler comme travailleur social au niveau de la République démocratique du Congo. Et que donc là, je commence comme agent de terrain. On nous appelait field officer, donc officier de terrain. Et pendant une année, je travaille. Et quand j'étais en train de travailler, je travaille pour répondre aux besoins des enfants qui sortaient des forces et groupes armés, mais aussi des enfants qui étaient survivants de violences sexuelles. Et une année après, j'ai eu à accéder à une autre responsabilité, toujours au sein de la même structure, comme agent de terrain, mais superviseur des agents de terrain. Et là, je suis toujours dans le même contrée, au Nord Kivu, et j'ai cette responsabilité-là. Mais une chose que je veux vous raconter pendant que je commence à travailler, quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que le travail humanitaire, il est très intéressant du point de vue de la passion que j'avais pour les enfants, la passion de voir les enfants qui étaient maltraités, trouver quelqu'un qui pouvait les écouter, trouver quelqu'un qui pouvait les aider, trouver quelqu'un qui pouvait soit aussi les aider à retrouver leurs parents parce qu'ils étaient séparés de leurs parents. Mais un travail aussi du côté de la passion, qui était aussi un travail qui exposait. Je peux me rappeler que par deux fois, je partais sur le terrain. Pour la première fois, j'étais avec notre responsable programme, avec 4 autres collègues, et nous allons connaître un braquage sur notre chemin. Et Dieu merci qu'au cours de ce braquage, on nous a tout ravis, mais on nous a laissé quand même en vie. Et nous sommes rentrés. Et 3 mois après, comme mon superviseur direct décidera à ce que je ne puisse pas emprunter le même chemin, et que donc on a pris l'option que je commence à partir par hélicoptère pour aller sur le terrain et superviser les autres partenaires. Hélicoptère, quand vous entendez parler d'hélicoptère, ce n'était pas l'hélicoptère de l'organisation, mais c'était plutôt l'hélicoptère de la mission des Nations Unies qui intervenait là-bas. Donc, il nous était autorisé, vu le contexte sécuritaire, de pouvoir prendre aussi ces moyens-là pour aller intervenir sur le terrain. Et c'est comme ça que je partais là-bas. Mais 3 mois après, même si je partais par l'hélicoptère, mais en arrivant sur le terrain, il fallait aller à l'intérieur des petites communautés, des villages, pour travailler avec les partenaires. Mais vous ne me croirez pas, je tombe encore dans une autre embuscade. Et cette fois-là, ça n'a pas été très intéressant parce qu'il y a eu des coups de balle et tout. Et que donc, j'ai compris qu'au-delà de la connaissance technique que j'avais, il fallait vraiment mettre au sérieux les connaissances et les recommandations plutôt sur le plan de la sécurité. Savoir comment se comporter lorsque tu es face à un braquage, quelle attitude prendre, et prendre aussi conscience au fait que le travail humanitaire, il a aussi un risque.
il y a un risque qui peut amener vraiment à perdre la vie dans ce sens-là. Et donc, je suis superviseur des agents de terrain pendant une année et après, je quitte, toujours avec la même structure, je vais au nord-est de la République démocratique du Congo où je suis chef de projet. Et là-bas, je reste chef de projet pendant près de 3 ans. Alors, quelque chose qu'il faut aussi retenir, c'est que avec cette évolution, je ne suis pas passé par une institution qui m'a formé afin que j'aie des bases et que je comprenne. C'est-à-dire que j'ai fait un peu le learning by doing. J'ai appris en travaillant. J'avais des superviseurs qui étaient en train de me coacher, qui étaient en train de m'apprendre des choses. Et c'est comme ça que j'étais en train d'apprendre. Mais en plus de ça, j'étais en train de lire beaucoup pour essayer de mieux comprendre ce que je devais mettre en œuvre. Et ça m'a permis d'apprendre et de monter ainsi. Alors, en tant que superviseur de cette responsabilité-là, je change de structure près de 3 ans après. Et là, je me retrouve avec une autre structure où je rentre à l'est de la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, je travaille au sud Kivu. Et là, je reste comme coordonnateur programme sur le terrain, mais en même temps, j'avais aussi la responsabilité d'appuyer les équipes opérationnelles. Et là, je suis toujours dans le domaine de protection de l'enfance et j'appuyais quand même aussi les amis qui faisaient de l'éducation parce que nous avions des projets intégrés éducation et protection de l'enfance. Une année après, je change maintenant de mission et là, je vais travailler maintenant en international. Je quitte mon pays pour aller dans une carrière humanitaire internationale. Donc, je quitte la RDC, je vais travailler maintenant au Mali et je commence comme un manager de programme dans le domaine de protection de l'enfance. Et pendant que j'y arrive, l'organisation pour laquelle je travaillais traversait des moments un peu difficiles. Donc, on avait un collègue qui était aussi manager de l'éducation, mais compte tenu de déficit de fonds, le collègue va partir. Et donc, on va me demander aussi de pouvoir donner de l'appui au programme de l'éducation, en voir comment les choses allaient évoluer. Et donc, je me suis intéressé, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme c'était une position managériale, donc, j'avais un conseiller technique au niveau du siège qui m'appuyait là-dessus sur le plan technique. Et moi, au niveau du pays, j'ai travaillé avec les équipes. Donc, j'ai eu à développer des compétences avec cet appui et j'ai été intéressé, ce qui veut dire que je suis resté avec les deux programmes que j'étais en train d'appuyer pendant un bon moment. Mais après avoir été chargé de programme ou du moins programme manager, je suis passé à l'échelon supérieur de coordonnateur de programme, toujours au Mali et en train de travailler avec la même structure. Et très intéressant parce qu'avec cette dynamique au Congo, je travaille avec les enfants qui étaient sortis des forces et groupes armés et avec les enfants qui étaient survivants de violences sexuelles. J'arrive au Mali, je travaille dans un autre contexte parce que tous mes programmes étaient vers le nord du Mali et vers le centre du Mali. Et là, c'est un autre contexte qui se présente à l'époque. C'était beaucoup plus un contexte des déplacés internes. Donc, je suis face vraiment à plusieurs cas des enfants qui sont déplacés dans un contexte où la religion, la culture avaient beaucoup plus d'influence, en tout cas sur tout ce qu'on était en train de faire. Donc, la méthodologie même du travail devait être adaptée, en fait, par rapport à ce que j'étais en train de faire au niveau de la RDC. Alors, je reste au Mali et c'est à partir au Mali, quand vous l'avez introduit, que j'ai fait connaissance en fait, avec Bioforce parce que je participerai à un atelier régional qui s'était tenu à Dakar pour les praticiens de la protection de l'enfance. Et à cet atelier-là, c'est là qu'on va m'identifier. Et à partir de là que Bioforce va m'écrire pour faire d'abord avec moi un entretien, voir un peu mes compétences techniques, voir un peu mes compétences et voir si j'étais intéressé à pouvoir être formé par Bioforce et à participer aussi en contribuant par rapport à mes compétences aux différentes formations que Bioforce était en train d'offrir. Donc là, nous sommes en 2015, si ma mémoire ne me trompe pas. Et c'est là que je partirai à Bobo Dioulasso pour être formé par Bioforce, donc pour participer à la formation des formateurs. Et donc, je suis formé comme formateur 2016. Je suis invité par Bioforce pour aller afin de co-former, de co-faciliter les formations avec un autre collègue. Donc, j'arrive, je fais le travail. Et voilà, après, Bioforce me recontacte pour dire, voilà, après les prestations que j'ai faites, ils ont apprécié le travail que je fais. Et voilà, donc on est resté maintenant comme faisant partie du pool externe des formateurs des Bioforce. Donc après le Mali, comme je suis en train de le dire, je suis resté au Mali pendant près de 3 ans et puis j'ai quitté le Mali, je suis allé en Tanzanie.
Et en Tanzanie, voilà encore un autre contexte dans lequel je me retrouve, c'est un contexte de réfugiés. Et j'étais très intéressé à aller dans ce contexte-là parce que ça me manquait en termes d'expérience. Ce qui fait que sur le terrain, j'ai commencé avec un contexte où il y avait la crise, les conflits armés, et puis je suis allé dans un contexte où il y avait des déplacés internes, et puis en Tanzanie, je suis allé travailler dans un contexte des réfugiés. Un autre contexte aussi avec une autre réalité particulière. Et là, je restais pendant 1 année et demie avant de quitter la Tanzanie et d'aller au niveau de la région pour occuper une position régionale en tant que spécialiste chargé de renforcement de capacité en gestion des cas de protection d'enfance. Et voilà, de là, je suis resté 1 année sur cette position et puis j'ai intégré, après le concours, à une position en interne avec cette structure avec laquelle j'ai commencé ma carrière internationale pour intégrer la position de conseiller technique protection de l'enfance dans notre unité globale, au sein, avec laquelle position, en fait, j'appuie 10 pays sous ma responsabilité. Et en Afrique, j'ai 4 pays en Afrique de l'Ouest et j'ai aussi 2 pays en Afrique, 3 pays plutôt en Afrique de l'Est. Voilà. Donc tu as un parcours qui est exceptionnel. Tu es parti vraiment, comme tu le disais, du travailleur de terrain, travailleur social, et tu as monté tous les échelons jusqu'à devenir coordinateur de projet et même aujourd'hui formateur. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer qu'on comprenne bien quel était ton rôle lorsque tu étais sur ces programmes de protection de l'enfance? Quelles étaient les missions que vous deviez mener? Au départ, quand tu es agent de terrain, et donc, je veux parler par rapport à chaque contexte. En tant qu'agent de terrain, là, mon rôle et ma responsabilité étaient vraiment au niveau basique, c'était d'aller participer avec les structures communautaires comme les comités de protection. Dans d'autres contextes, on les appelle les réseaux communautaires de protection de l'enfance et travailler avec eux, soit pour les mettre en place. Ces réseaux communautaires, c'est voilà, des structures qui regroupent en leur sein plusieurs catégories des membres de la communauté, c'est-à-dire des leaders communautaires, des leaders religieux, les personnes influentes de la communauté, mais aussi la représentation des enfants, prenant en compte leur âge. Il faut qu'il y ait un garçon et une fille dans ce réseau-là pour leur permettre de faire passer l'idée ou la pensée des enfants dans ce réseau-là communautaire de protection de l'enfance. Et que donc mon rôle en tant qu'agent de terrain, c'était de pouvoir mettre en place ces réseaux-là où il n'y en avait pas, ou alors travailler avec ces réseaux-là où ils se retrouvaient, afin qu'ensemble avec ces réseaux, nous puissions développer et réfléchir sur les risques et les protections qu'il y avait au niveau de la communauté, mais les accompagner aussi en développant un plan de mitigation par rapport à ces risques et des protections pour essayer de renforcer les mécanismes communautaires des protections de l'enfance au niveau de ces différentes communautés dans lesquelles nous étions en train d'intervenir. Et aux côtés de ça, on prenait cela comme aussi une porte d'entrée pour que ces réseaux communautaires de protection de l'enfance ou comités de protection, dépendamment de milieux, puissent nous aider aussi et puissent nous faciliter dans le travail d'identification des enfants qui étaient des enfants à risque, pour le cas des enfants qui étaient sortis des forces et groupes armés. Pourquoi? Parce que quelqu'un me dira, mais quid du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, qui est un processus formel? Oui, ce processus-là, c'est un processus formel. Et on travaillait aussi avec l'UNICEF, qui, en tant que structure des Nations Unies, avait le mandat de coopérer, de collaborer avec la mission des Nations Unies pour la paix dans le pays, afin que lorsque les enfants sont sortis des forces et groupes armés, ils soient remis au niveau de l'UNICEF et l'UNICEF les remettait au niveau des organisations humanitaires avec lesquelles il était partenaire, parmi lesquelles l'organisation pour laquelle je travaillais. Donc ça, c'était un point qui nous facilitait. Ça, c'est sur le côté formel. Mais dans les zones où j'étais en train de travailler, il y avait aussi ce qu'on appelait des démobilisés, c'est-à-dire les auto-démobilisés, les enfants qui sortaient d'eux-mêmes des forces et groupes armés, qui ne passaient pas forcément par le mécanisme formel. Et que donc ces enfants-là aussi, il fallait prendre soin d'eux parce qu'en termes de risque, ils couraient le même risque que même ceux qui étaient en train de sortir par la voie formelle, et même pire, parce que eux d'ailleurs, c'est à volonté qu'ils étaient en train de sortir, ou bien parce qu'ils avaient fui et qu'ils s'est retrouvés dans la communauté, soit exposés au rejet de la communauté, ou alors exposés au risque de maltraitance au niveau des communautés, ou d'être considérés comme un être dangereux pour la communauté, de ne pas être accepté par la communauté. Et que donc ces réseaux communautaires nous aidaient en fait à faire l'identification de tous ces enfants, mais à rapporter aussi les différents cas d'abus de protection qui s'est passé au niveau de la communauté, parce qu'avec eux, on arrivait à mettre en place les points focaux de protection de l'enfance au niveau de leur communauté. Donc, mon travail en tant qu'agent de terrain, c'était de travailler avec eux, de
collaborer avec eux pour mettre en place ce mécanisme-là ensemble avec eux, mais aussi essayer un peu de les accompagner dans tout ce qui allait dans le cadre de la mobilisation communautaire, c'est-à-dire tout ce qu'ils étaient en train de faire en termes de sensibilisation au niveau des communautés, essayer un peu de les orienter sur voilà, comment faire une bonne sensibilisation, comment atteindre les cibles, comment mobiliser les gens, comment identifier un thème de sensibilisation dans leur contexte. Donc ça, c'est un travail que j'étais en train de faire avec eux au niveau des terrains. Alors, par rapport aux enfants même qui étaient identifiés, soit ceux qui sortaient des forces et groupes armés ou les survivants de violences sexuelles, ainsi que les autres enfants vulnérables à risque au niveau de la communauté, parce qu'on ne peut pas intervenir qu'en faveur de ce groupe-là. Il fallait intervenir en faveur de ce groupe-là et des autres enfants de la communauté pour éviter de la stigmatisation au niveau de la communauté. Ce que nous étions en train de faire, en fait, c'est de un, nous leur offrions ce qu'on appelle une prise en charge holistique au travers du processus de gestion des cas. Quand je parle de la prise en charge holistique, c'est-à-dire qu'en tant que structure, nous étions en train d'identifier les besoins de ces enfants sans prendre en considération les capacités de notre organisation. C'est-à-dire qu'on identifiait d'abord c'était quoi les besoins des enfants et en fonction de leurs besoins, on identifiait c'est quoi le type d'appui dont ils avaient besoin. Et ce processus-là se faisait ensemble avec les enfants, c'est-à-dire on échangeait avec les enfants ainsi que leurs familles pour ceux qui en avaient ou ainsi que leurs tuteurs. Et dépendamment de l'âge de l'enfant, on pouvait aussi échanger avec l'enfant lui-même pour qu'il nous dise le problème qu'il avait. Et que donc, ce processus-là nous amenait à identifier l'enfant et à identifier ses besoins, à savoir de quoi est-ce qu'il avait besoin en termes d'appui. Et parmi les appuis dont l'enfant avait besoin, même si la structure pour laquelle je travaille ne pouvait pas répondre à tout, ça permettrait que sur base d'une certaine cartographie des fournisseurs de services dans la zone, on pouvait référer l'enfant auprès d'une autre structure pour que l'autre structure donne des services additionnels au niveau de cet enfant-là. Et quand je parle des différents services, c'est par exemple un appui psychosocial, c'est par exemple un appui médical, c'est par exemple un appui économique, c'est peut-être un appui en termes de médiation familiale, c'est peut-être un appui en termes de prise en charge transitoire, c'est peut-être un appui en termes de faciliter la réunification de l'enfant avec sa famille si l'enfant il est séparé, parce qu'il est parti peut-être dans les forces de groupes armés et quand il est rentré, voilà, il est en séparation de famille, il veut retrouver sa famille. Ça, c'est juste pour illustrer avec quelques exemples des types d'appui que l'on pourrait donner à cet enfant-là. Et que donc, voici un peu ce que j'étais en train de faire comme agent de terrain, juste à titre d'exemple, parmi le paquet qu'on était en train d'offrir. Aux côtés de ça, à l'époque, on essayait un peu d'offrir aux enfants parce que pour certains, ils ne pouvaient plus aller à l'école parce qu'il y avait eu une crise, les écoles avaient été détruites. Donc, on essayait un peu de travailler avec les amis de l'éducation pour leur référer de ces enfants-là et les amis de l'éducation qui mettaient en œuvre tout ce qui était de l'éducation non formelle pour aider les enfants à récupérer un peu des cours de classes de rémédiation et de classes de rémédiation pour aider les enfants à récupérer ou encore de cours, des programmes accélérés en fait pour leur éducation. Mais aux côtés de ça, on offrait aussi, comme les enfants ils étaient assez stressés et qui n'avaient pas un espace assez sûr et sécurisé pour se déstresser, au sein de leur communauté, on identifiait des endroits là où les enfants pouvaient se rencontrer pour participer aux activités récréatives et créatives ainsi que des activités ludiques afin de donner aux enfants un espace quand même là où ils se sentiraient à l'aise pour interagir entre eux afin aussi de se déstresser. Et c'était aussi des fois un point d'entrée pour identifier s'il y a des enfants qui viennent et qui, de par l'observation qu'on était en train de faire, n'étaient pas assez actifs et assez dynamiques. On pouvait se rapprocher d'eux pour essayer de comprendre davantage. Et des fois, on trouvait qu'il y avait des enfants aussi qui étaient victimes de certains abus dans leur propre maison. Et à partir de là, c'était aussi une porte d'entrée pour leur offrir le service qu'on pouvait les offrir. Alors, ça, c'est juste à titre d'exemple de ce qu'on était en train de faire sur le terrain comme agent de terrain. Mais après, maintenant, quand j'ai dit que j'étais maintenant devenu superviseur des agents, là, c'était beaucoup plus un rôle maintenant d'appui technique que je faisais aux agents qui étaient sur le terrain et un accompagnement avec les partenaires des mises en œuvre que nous avions. Et c'était des organisations non gouvernementales, soit nationales, soit locales, avec lesquelles on était en train de travailler, surtout pour aller atteindre les enfants dans des zones où nous, on ne pouvait pas partir, ou alors pour certaines activités pour lesquelles nous, en tant qu'organisation internationale, on était limités sur le plan des ressources humaines et que donc on s'appuyait sur le partenaire pour pouvoir mettre cela en œuvre. Et que donc moi, maintenant, comme superviseur de terrain, j'avais et la responsabilité d'appuyer techniquement les amis agents, les autres amis agents terrain, et aussi la responsabilité de travailler dans l'accompagnement avec dans l'accompagnement plutôt aux partenaires locaux. Voilà. Maintenant, quand je quitte cette responsabilité pour être chef de projet,
Là, c'était beaucoup plus maintenant combiner l'aspect technique en termes d'appui technique sur le terrain, mais aussi ajouter à cela tout l'aspect managérial au sein de l'organisation pour voilà, tout ce qui va avec l'aspect gestion de ressources humaines en termes de gestion d'équipe, gestion de budget, conception et rédaction des projets, suivi des projets et s'assurer un peu que voilà, tout ce qui est coordination aussi est fait, coordination avec les autres structures, coordination à travers les structures de coordination interagence qui existait dans la zone où j'étais en train de travailler. Et que donc, shiftant vers la responsabilité maintenant de responsable de programme, là, c'était beaucoup un peu plus élargi. Je n'étais plus que sur un seul projet, mais c'était beaucoup plus tout un programme avec plusieurs projets. Et là, c'était une responsabilité où il y a la coordination des différents projets, coordination ou du moins appui technique aux différents chefs de projet, mais aussi avoir un regard sur la qualité du travail sur le terrain et travailler avec les autres départements de programme, mais aussi la responsabilité de coordination avec les autres organisations pour essayer un peu de mieux coordonner, mieux se coordonner dans ce que nous étions en train de faire et bougeons plutôt sur la position de coordonnateur selon les structures dans lesquelles j'étais parce que voilà, ces nominations, en fait, ça diffère. Hein. Il y en a d'autres structures où tu es d'abord coordonnateur avant d'être manager et vice-versa. Mais moi, par rapport à l'échelon tel que moi j'ai gravité, donc de manager à coordonnateur et au niveau de coordination, c'était pour essayer un peu de diriger plusieurs types de programmes et dépendamment aussi de la grandeur du programme qu'on avait et des interventions qui étaient couvertes un peu dans plusieurs zones. Et là, c'était beaucoup plus maintenant développer un appui sur le plan stratégique, sur le plan technique, dans le cadre de stratégie d'intervention, dans le domaine de protection de l'enfance, renforcement de capacité, développement des outils et essayer un peu de beaucoup plus maintenant travailler sur le plan de veiller beaucoup plus à la qualité, appuyer aussi le responsable de programme ainsi que les chefs de projet pour se rassurer que ce qu'ils sont en train de faire en termes de management, ils répondent un peu à toutes les procédures de l'organisation et veiller au bon respect de tous les principes qui étaient requis par les bailleurs de fonds qui étaient en train de donner leur financement, participer à la conception, aux rédactions des rapports tant en interne qu'avec les bailleurs et tous ces éléments-là. Donc tu nous as expliqué effectivement toute la prise en charge qu'il était possible d'avoir avec les enfants. Tu as également évoqué les responsabilités qui t'incombaient au fur et à mesure que tu montais en compétences sur les différents postes. Et tu as quand même fini par devenir formateur. Ouais, j'ai fini par devenir formateur. Je dirais formateur professionnel parce que, comme je le disais, j'avais reçu des formations thématiques dans les structures où j'étais en train de travailler. Donc, j'étais formé pour que je puisse mieux faire le travail que je faisais sur le terrain. Mais maintenant, pour être formateur des formateurs, Bioforce m'a été d'une grande utilité parce que j'ai reçu la formation des formateurs avec Bioforce, avec les différentes techniques de formation, comment est-ce qu'il fallait se préparer, comment est-ce qu'il fallait concevoir des modules, des orientations en fait sur comment délivrer une formation, comment encadrer, comment faire le suivi et tout ça. Donc ça, j'ai reçu avec Bioforce. Et maintenant, comme je disais, après avoir été formé par Bioforce, j'ai mis en application ce que Bioforce m'a appris au sein de mon organisation, mais après aussi, Bioforce m'avait invité pour voir ma disponibilité afin de faire partie du pool des formateurs de Bioforce. Mais comme je travaillais déjà avec une autre organisation et que donc je n'étais pas disponible à temps plein, donc j'ai été retenu comme faisant partie du pool des formateurs externes des Bioforce. Et c'est comme ça qu'avec Bioforce, c'est comme ça que j'ai commencé à donner à participer à la formation de ceux qui s'inscrivaient au niveau de Bioforce pour avoir la formation dans la protection de l'enfance en situation d'urgence. Tu parles de formation, quand on voit ton parcours, on voit que tu as eu une évolution en interne, en tout cas, comme tu disais, tu t'es formé sur le terrain. Toi, initialement, est-ce que tu avais une formation universitaire? Oui, j'avais une formation universitaire. Alors, j'ai fini à l'université comme juriste. Donc, je suis juriste de formation. J'ai fini en droit, option droit public. Et après avoir fini en droit, je me suis plus intéressé à l'humanitaire. Mais non, je n'ai pas fait l'université ou l'institut des travailleurs sociaux. Le côté social, je l'ai appris plutôt avec le travail humanitaire. C'est là que j'ai appris le côté social, c'est-à-dire avec
les formations qu'on avait sur le terrain, les orientations qu'on avait sur le terrain, le coaching qu'on a eu sur le terrain. C'est ce qui m'a donné les compétences du côté humanitaire et ça m'a permis de développer tout le bagage que j'ai eu dans le domaine humanitaire. C'est comme ça que la façon dont j'ai évolué sur le plan humanitaire, ça m'a aussi aidé en fait. Le fait, avant de rejoindre la structure, c'est-à-dire l'organisation non gouvernementale internationale, j'ai d'abord commencé avec les associations au niveau universitaire à commencer à travailler et on avait un responsable qui vraiment était en train de nous coacher vraiment avec les activités de base, les éléments clés qu'on devait connaître. Et puis après, j'ai travaillé dans une structure qui était pas universitaire, mais qui était beaucoup plus locale, où on était en train de travailler en faveur des enfants qui étaient en situation de rue pour essayer un peu de les aider, d'aller les écouter, d'aller les orienter, de faire un peu de pour voir s'ils pouvaient trouver des structures de prise en charge et transitoires afin de les faire sortir de la rue et de les amener dans des institutions ou alors dans les faciliter un peu leur réunification. Mais c'était avec l'appui maintenant d'une organisation internationale qui nous appuyait en son temps. Et dans ce parcours, en fait, ce qui est très intéressant, c'est de dire que voilà, tu peux ne pas avoir fait, même si moi je recommande, si tu veux faire l'humanitaire, c'est aussi bon de prendre une filière à l'université d'humanitaire, ça t'aide encore davantage. Ça te permet en fait de facilement comprendre certaines choses, là où peut-être moi, qui l'avais fait avec l'approche de apprendre en travaillant, ça m'a demandé de faire un double travail en fait. Par exemple, pour les gens qui ont fait l'Institut de formateurs, des formations en travail social, quand ils viennent pour commencer avec la carrière humanitaire, ils ont déjà beaucoup de prérequis en fait. Que par exemple, moi qui ai fini en droit, j'ai eu des formations, c'est vrai que je suis dans la protection de l'enfance, il y avait des questions des droits des enfants pour lesquelles j'étais très intéressé et que je connaissais à la base. Donc, pour toute la problématique du côté légal en termes de protection des enfants, j'avais ce background qui m'a aussi été beaucoup utile, en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est pour dire aux gens, en fait, aussi que, dépendamment des contextes où vous êtes, si vous n'avez pas eu la chance, par exemple, de faire la psychologie ou de faire l'institut de travail social, que cela ne vous empêche pas de vous dire que je ne peux pas faire l'humanitaire. Non, vous pouvez aussi le faire, si c'est ça votre passion. Mais alors, c'est que j'ai toujours recommandé, ne le faites pas en commençant comme chef de projet. Parce que si vous commencez comme chef de projet, vous commencez par le haut et vous n'avez pas les bases. Et là, vous n'arrivez pas à vous en sortir sur le plan technique. Vous pouvez être un bon chef de projet sur le plan managérial, gérer une équipe, gérer un projet. Mais sur le plan technique, vous aurez des difficultés à appuyer techniquement vos équipes. Et je crois que c'est là aussi le rôle que Bioforce est en train de jouer. Parce que dans les classes, quand j'ai formé les étudiants, il y avait des différents types d'étudiants. Il y en avait ceux qui avaient une expérience de terrain, mais qui ne sont pas passés par une formation universitaire de base dans un domaine humanitaire, mais qui ont appris sur le terrain parce qu'ils ont commencé dans un contexte de terrain et tout. Mais tu en avais aussi qui étaient passés par certaines branches universitaires qui les exposaient facilement au travail humanitaire, mais qui n'avaient pas l'expérience de terrain. C'est-à-dire qu'il y en avait aussi. Mais tu en avais aussi qui ne sont pas passés par une base universitaire qui les exposait à une carrière humanitaire, c'est-à-dire faire un peu une orientation sociale au niveau universitaire, et qui aussi en même temps peut-être n'avaient pas encore assez d'expérience au niveau du terrain, mais qui voulaient shifter en fait, qui voulaient maintenant sortir et shifter, aller vers maintenant l'humanitaire. Parce que peut-être qu'ils ont évolué dans le privé, mais ils sentent qu'à un moment donné de la vie, ils sont plus intéressés par l'humanitaire, ils veulent maintenant shifter. Tu as ces trois types d'étudiants dans l'auditoire, et voilà, il faut savoir comment adapter pour que les uns et les autres puissent se retrouver. Donc, oui, je crois que je suis allé au-delà de ta question. Ma question finalement, tu as bien répondu et la question sous-jacente c'est finalement qu'est-ce qu'il y a besoin de comprendre ou de savoir de plus lorsqu'on veut travailler dans l'humanitaire que ce qu'on peut apprendre dans une filière universitaire classique? Alors, je ne répondrai pas sous l'angle de la formation universitaire, du fait que je n'en ai pas compétence, donc je n'ai pas été enseignant à l'université pour donner assez de détails et des orientations là-dessus. Mais ce que je dirais quand même de manière globale, c'est d'encourager quelqu'un qui veut aller à l'université parce qu'il a des ambitions de chuter sur la carrière humanitaire, ou alors parler à quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un master dans un domaine, mais il se demande qu'est-ce que je peux encore faire pour que ça m'oriente vers l'humanitaire. Alors, ce que je dis, ce n'est pas exhaustif, hein, mais c'est juste basé sur la petite expérience que j'ai
depuis toutes ces années que je suis en train de travailler dans la carrière humanitaire. L'humanitaire aussi est réparti en plusieurs domaines. Alors, vous avez, parlons de la protection de l'enfance, parce que nous sommes dans ce domaine-là. Dans la protection de l'enfance, nous avons beaucoup de travail qui ont trait avec le travail social. En tout cas, à la base, quand tu fais la protection de l'enfance, à la base, il y a beaucoup à faire qui part avec le travail social. Donc, moi, je recommanderais en tout cas à ceux qui veulent faire vraiment la carrière humanitaire en tant qu'agent ou acteur de protection de l'enfance, il serait utile. Ce n'est pas que c'est la seule chose à faire, mais si vous pouvez le faire, ça va beaucoup vous aider. C'est de faire une discipline universitaire du travailleur social, être formé dans un institut de travailleur social. Ça serait un atout, en fait. Parce que même si vous allez dans l'institut de formation en tant que travailleur social, ça ne vous laisse, vous apprenez, vous avez certaines bases sur ce qui est du travailleur social protection de l'enfance, parce que vous pouvez aussi être travailleur social pour d'autres branches qui concernent les adultes. Mais il y a aussi, vous pouvez aussi vous orienter vers parce qu'au niveau de la protection de l'enfance, on a un grand besoin d'accompagnement dans le domaine psychosocial, qui est l'aidant. Alors, vous avez des gens qui ont fait la psychologie de l'enfant ou de la petite enfance. C'est des domaines qui peuvent vous aider aussi à avoir un pas en avance par rapport à certains domaines déjà que nous avons au niveau de la protection de l'enfance et qui, techniquement, peuvent vous aider à être en mesure de pouvoir apporter déjà, de pouvoir avoir déjà à la base des compétences techniques dans un domaine qui vont vous aider à appuyer ou à accompagner les enfants. Quand vous embrassez la carrière humanitaire, pour ne citer que ces deux-là, mais il y en a plusieurs, mais je vais ajouter un autre élément, c'est que quand vous embrassez la carrière humanitaire, vous n'avez pas que le côté technique. Et c'est là que des fois on trouve ce déséquilibre. Moi, avec ma petite expérience où j'ai avancé de l'agent de terrain à conseiller technique que je suis aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre que dans l'humanitaire, dans le domaine de protection de l'enfance, il n'y a pas que le technique. Des fois, j'ai rencontré des superviseurs qui étaient très bons sur le plan technique, qui me donnaient des bons conseils techniques, mais du fait qu'ils n'avaient pas les compétences managériales, alors c'était catastrophique du point de vue accompagnement managérial en termes de gestion d'équipe, en termes de gestion programmatique et tout ça. Mais quand ils te donnent des orientations techniques, ils étaient forts. Donc, je recommanderais aussi qu'au côté des compétences techniques que vous pouvez avoir, c'est mieux aussi de vous capaciter sur le plan de gestion de projet, gestion de programme. Et là, encore une fois, Bioforce joue un rôle assez important dans la région parce que au-delà des données à ses étudiants, les bases sur le côté technique, il leur offre aussi une opportunité d'apprendre sur le côté de gestion de projet ou de gestion de programme. C'est pour vous permettre d'être équilibré et d'avoir le nécessaire parce que tu as besoin non seulement des compétences techniques, mais aussi des compétences managériales. Et troisième conseil que je donnerais, si vous voulez embrasser une carrière humanitaire, n'allez pas directement pour cibler des responsabilités en tant que chef de programme. Voilà. Non, ça risque d'affecter un peu, ou du moins de vous donner un dur travail dès le départ. Donc, si vous le pouvez, commencez par la base. Commencez comme un agent de terrain, si votre contexte peut le permettre. Si vous ne pouvez pas commencer comme un agent de terrain, à la limite, prenez le temps de vous entretenir et de beaucoup écouter les gens qui font le travail de terrain pour comprendre la dynamique qu'il y a sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, si moi je suis conseiller technique dans le domaine de protection de l'enfance, quand je vais visiter les agents qui sont sur le terrain, je peux facilement comprendre, en fait, quand ils m'expliquent un problème, je le comprends facilement parce qu'un jour j'ai été agent de terrain. J'ai travaillé dans des contextes dans lesquels ils ont travaillé. Je peux facilement comprendre quand ils me disent, on a cherché à faciliter la réunification de cet enfant, on n'y est pas arrivé parce qu'il y avait ceci et cela. Mais si toi, tu n'as pas cette expérience du côté du terrain, et même si tu es conseiller technique, tu vas peut-être être blâmé pour dire non, on n'a que 2 jours pour le faire, il faut le faire, on doit y arriver, parce que peut-être qu'il y a d'autres paramètres dont tu n'es pas informé. Et ça peut avoir un impact sur la qualité du travail que tu es en train de faire. Ce n'est pas la seule voie, mais c'est juste une suggestion qui peut aider en fait à mieux faire. Mais aussi pour ceux il y a d'autres personnes que tu retrouves dans la carrière humanitaire qui ont déjà assumé des responsabilités de chef de projet ou de chef de programme, donc ils veulent juste shifter, peut-être d'un secteur à un autre dans la carrière humanitaire. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup plus en train de travailler avec la protection dans le cadre de monitoring des protections et qui veut dire, voilà, je veux maintenant me réorienter dans la protection de l'enfance, par exemple. Mais dans le cadre de monitoring des protections, c'était déjà un chef de projet ou un chef de programme. Si tu demandes à ce chef de programme de venir en protection de l'enfance comme
un travailleur social, il y aura un couac en fait. La personne ne se sentira pas assez adaptée et même celui qui est en train de recruter, si c'était moi qui recrutais un travailleur social, je vois que dans ton CV tu es chef de programme, je vais me poser 1000 fois la question de dire mais pourquoi ce monsieur vient à ce niveau-là. Donc ça ne sera pas assez facile. Alors pour ce type de personnes, allez pour être formé. Allez pour être formé parce que vous avez déjà un certain niveau en termes de compétences managériales, en termes de compétences de gestion, que ce soit gestion de programme ou gestion d'équipe ou gestion de projet. Maintenant, vous avez plus besoin plutôt de compétences techniques. Et là, Bioforce vous offre cette possibilité-là de balancer les deux. Pour que si vous avez un fort du côté gestion, compétences managériales, Bioforce peut vous donner l'opportunité maintenant d'avoir aussi une base du côté technique. Et là, vous avez les renforcements de capacités sur les thématiques principales de la protection d'enfance qui vous permettent d'avoir une base du côté technique. Et puis, vous pouvez aussi vous documenter, vous pouvez vous faire coacher par voilà, les autres personnes qui sont passées par là pour qu'ils puissent vous accompagner. Et c'est pour ça même que je crois Bioforce demande à ses étudiants, quand ils ont fini, de faire un stage. C'est pour permettre, n'est-ce pas, pendant ce stage-là, qu'ils puissent asseoir les notions qu'ils ont apprises dans la pratique de la vie courante. Et du coup, lorsque tu nous as parlé de tes premières expériences, tu as également évoqué le volet sécuritaire qui était très important. Effectivement, un volet sécuritaire qui était très important et je crois que je vous ai partagé mon expérience là-dessus. Je n'en ai cité que deux, mais j'en ai connu pas mal. Je travaillais dans des contextes qui étaient vraiment pas très faciles. C'est-à-dire, vous voulez faire la carrière humanitaire, attendez-vous à ce que, voilà, vous n'allez pas ambitionner faire une carrière humanitaire si vous n'êtes pas prêt à travailler dans des zones qui sont des zones difficiles, parce que déjà, les personnes que vous voulez aider, elles vivent dans des zones difficiles. Donc, si vous voulez mieux les aider et mieux comprendre ce qu'elles sont en train de faire, préparez-vous aussi 2 fois à être exposé à aller dans ces zones difficiles-là. Alors, dépendamment des contextes et des zones, il y a des endroits là où vous devez d'abord respecter les principes sécuritaires, parce que quand vous travaillez dans une organisation, on dit que pour aider, il faut d'abord être en sécurité. Et la sécurité, c'est une affaire personnelle. Alors, chaque organisation offre des procédures de sécurité à ses staffs pour ne pas les exposer. Parce que si tu tombes dans une embuscade, comme c'était mon cas, ce que l'organisation fait, c'est de s'assurer, est-ce que vous avez respecté les procédures sécuritaires? Et si maintenant il est prouvé qu'en dépit de toutes les procédures que vous avez respectées, vous avez quand même été exposé à un incident de sécurité, alors là, voilà, les responsabilités ne vous incombent pas. Mais si vous-même, vous avez pris le risque, par exemple, d'aller dans une zone où on vous a dit cette zone, il ne faut pas y aller, ou de ne pas communiquer, là on vous a dit qu'il fallait communiquer, ou de ne pas adopter un comportement adéquat quand on est dans un certain contexte, le cas de braquage en l'occurrence, là où vous avez eu des orientations là-dessus, ça vous expose. Donc c'est pour autant dire que en tant qu'humanitaire, c'est très important d'associer à cela une formation sur la sécurité. Pas pour être un agent de sécurité, mais pour savoir comment se comporter dans des zones où il y a de l'instabilité sécuritaire. C'est pour savoir comment réagir quand vous êtes face à des cas d'attaque ou de braquage. C'est savoir un peu comment est-ce que si vous êtes dans une zone, il y a une crise qui arrive, comment est-ce que vous comportez pour quitter l'endroit, comment est-ce que vous vous comportez si vous êtes dans une zone et que voilà, il y a une crise qui frappe d'un coup, pour savoir un peu où est-ce que vous restez, qu'est-ce qu'il faut avoir d'essentiel avec vous, s'il faut rester, quels sont les endroits où vous pouvez mieux être en sécurité quand vous êtes en train de le faire. Donc, c'est très important d'avoir ces informations-là quand vous êtes appelé à être déployé sur le terrain. Il est vrai que dans la carrière humanitaire, tout le monde n'est pas appelé à travailler sur le terrain. Il y a des gens, dépendamment des responsabilités, qui sont affectés sur le terrain, ils sont appelés à être déployés sur le terrain. Il y a d'autres qui sont appelés peut-être à apporter un appui technique, mais sans être basés sur le terrain, c'est-à-dire ils font peut-être des va-et-vient pour aller voir ce qui est en train de se passer, mais il y a d'autres personnes aussi qui ne vont même pas sur le terrain, mais qui, suite à leurs responsabilités, ils sont peut-être appelés à rester au niveau du bureau régional ou au bureau global, et que donc ils accompagnent juste les équipes avec des orientations, et peut-être rarement, ils peuvent aller sur le terrain. Mais oui, si vous voulez vraiment vous lancer dans la carrière humanitaire avec ce souci et cette passion d'aller sur le terrain, la sécurité, c'est quelque chose d'important à avoir dans votre bagage. Les connaissances sur la sécurité, je veux dire. Tu évoquais également le fait d'être confronté à des populations qui parfois vivent des situations difficiles. J'imagine que être confronté à des enfants qui sont en détresse, ça va être aussi une expérience très difficile à vivre. Très difficile. Je vais vous donner 2 exemples là-dessus. Le mien est un exemple d'un staff avec qui j'ai travaillé. Moi, personnellement,
quand je travaillais comme agent de terrain, le fait d'être en contact chaque jour avec les enfants qui me racontaient leurs histoires, de comment est-ce qu'ils étaient dans les groupes armés, comment est-ce qu'ils ont quitté. Et pour deux fois, dans certaines zones où on n'avait pas assez du staffing, nous les hommes, c'est nous qui faisions aussi les entretiens avec les filles, ce qui n'était pas aussi facile. Le fait d'écouter les histoires de comment est-ce que ils ont été survivants de violences sexuelles, ça m'a affecté à un moment donné que des fois, ça pouvait arriver que je sente comme le stress et comme la peur quand je regardais les enfants. Vous voyez, j'étais affecté en fait. Deuxième exemple que je vais donner, puis je vais répondre. Je vais aussi dire un peu une suggestion ou un conseil que je peux donner pour ce type de cas. Deuxième exemple, c'est je me retrouve en train de former, je suis au Mali, je suis en train de former les gens sur la gestion des cas de protection de l'enfance. Et en pleine formation, je vois une des participantes en train de pleurer. Elle commence à trembler, elle commence à pleurer. Donc, du coup, j'arrête la formation pour donner à tout le monde la pause. Et puis, je m'approche d'elle. Je lui demande est-ce que ça va. On essaie un peu de s'entretenir un tout petit peu. Et après l'entretien, elle finit par me dire que je ris, tu sais, pendant que tu étais en train de nous former en donnant des exemples sur les problèmes de violence sexuelle, ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues il y a 15 ans, mais aussi des choses que j'ai entendues des enfants avec lesquels je m'entretiens. Alors, c'est comme si j'étais en train de le vivre. Donc, c'est comme si ça fait bouillonner les choses en moi et c'est comme si j'étais en train de le vivre. Donc, vous voyez, il y a de ces gens aussi dans cette carrière qui déjà, ils ont peut-être connu certaines choses par le passé et pris par ce souci d'aider les autres enfants pour qu'ils ne connaissent pas la chose qu'ils ont vécue. Ils se retrouvent dans le contexte humanitaire en train d'écouter les mêmes histoires ou des histoires qui ressemblent à ce qu'eux, ils ont connu. Et là, ça te rappelle en fait tout ce par quoi tu es passé et ça peut même t'affecter toi-même et toi-même tu peux être malade. Et face à des situations pareilles, qu'est-ce qui va avec? C'est de s'assurer en fait, et c'est ça en fait quand nous sommes en train de former surtout les travailleurs sociaux ou tous ceux qui sont en contact avec les enfants pour les écouter et pour les accompagner, on les encourage dans le module ou du moins dans le curriculum que l'on offre par rapport à la gestion des cas, il y a tout un module qui parle du bien-être des staff. Donc, comment est-ce que le staff doit aussi veiller sur son propre bien-être? Comment est-ce qu'il doit apprendre certains reculs? Comment est-ce que lui aussi a besoin? Autant il offre ses services d'écoute à un enfant pour que l'enfant soit à mesure de libérer un peu tout ce qu'il a connu, non seulement pour raconter l'histoire, mais aussi pour se libérer. Mais autant ce staff aussi a besoin d'avoir quelqu'un auprès de qui il peut aussi se libérer ou alors mettre en application certaines approches qui sont peut-être individuelles ou à chaque personne selon que chacun l'a développé dans le cadre de gestion de stress. Donc, l'accompagnement psychosocial, elle est faite au niveau des enfants, mais aussi ça peut affecter le staff qui est en train de le faire, d'où il est important que le staff paye aussi à son bien-être. Sur cette chaîne, j'avais également interviewé une psychologue qui travaille pour une grande ONG et qui mettait beaucoup en garde les humanitaires face au syndrome de stress post-traumatique notamment, euh, pour des humanitaires qui peuvent être exposés à des situations très difficiles, effectivement. Effectivement, ouais, effectivement. Parce que, vous savez, quand je vous ai raconté un peu les scénarios des choses que j'étais en train d'appuyer sur le terrain en tant qu'agent de terrain, j'imagine que vous avez essayé un peu de visualiser ce que j'étais en train de dire. Et en le visualisant, certainement que ça vous a affecté. Alors imaginez moi qui étais en train d'écouter des centaines d'histoires comme ça à longueur de journée, je ne pouvais qu'être assez exposé. Et je pense à tous ceux-là qui sont en train de le faire de par le monde. Et effectivement, donc c'est juste pour appuyer ce que tu viens de dire par rapport à ce que la collègue t'avait raconté. Tu décides de te lancer dans l'humanitaire parce que tu voulais aider les enfants en particulier. Or, il se trouve que ça t'amène sur des terrains qui sont difficiles sur le plan émotionnel, mais également difficiles sur le plan sécuritaire, puisque tu es exposé à deux reprises à des attaques. Comment est-ce que c'est vécu par ton entourage, le fait que tu t'engages et que tu partes sur des terrains qui sont difficiles? Alors, mon entourage direct d'abord, je veux dire la famille restreinte, quand j'embrasse la carrière humanitaire, ils m'appuient. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés, ils m'accompagnent, les parents en l'occurrence. Je ne sais pas si c'est aussi parce que, d'une part, quand moi je suis parti dans l'humanitaire, mon père était déjà parti aussi dans l'humanitaire. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai, j'avais ma passion pour la protection de l'enfance, mais peut-être il y avait aussi le fait que mon père était déjà dans l'humanitaire qui m'avait un peu inspiré en me disant, mais oui, c'est quelque chose que je peux aussi faire. Donc c'était un peu aussi une source d'inspiration pour moi même si nous avons fait deux domaines assez diamétralement opposés. Mais mon entourage m'appuie, m'accompagne par rapport à ça. Ils sont d'accord.
jusqu'à ce que les incidents commencent à arriver. Quand les incidents arrivent, du coup, j'ai au sein de mon entourage les gens qui sont en train de me dire, mais Géry, c'est ta vie qui est en train de mettre à danger. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux changer de travail? Est-ce que tu ne penses pas chercher peut-être du travail ailleurs, dans une autre structure, de te réorienter pour aller faire autre chose? Oui, j'en ai entendu parler. Et la pression est devenue deux fois forte quand je prends la décision de m'engager pour me marier. C'est-à-dire que voilà, mon épouse, quand elle apprend que je vais encore dans des zones qui sont assez à risque, des zones chaudes, donc c'est ce stress-là quand on se parle avant que je ne parte, quand je lui dis je suis à tel endroit, qu'elle veut apprendre comment les choses se passent à tout moment, quand elle apprend que dans la zone il y a eu des attaques, elle veut savoir comment ça se passe, où je lui dis que je veux partir dans les zones où il y a des groupes armés, où il n'y a pas des services du gouvernement. Oui, elle manque le sommeil. C'est une forte pression sur moi. Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller? Est-ce que tu es sûr que tu es en sécurité? Voilà, c'est une forte pression aussi qui joue sur moi. Au-delà de la pression familiale, il y a la pression vraiment de la personne avec qui je vis dans la même maison. Mais alors, pour faire face à toutes ces pressions, en fait, il y avait une ou deux choses sur lesquelles je m'appuyais. La première chose, c'était la passion que j'ai pour le travail que je fais en termes d'apporter de l'aide aux gens démunis, aux gens qui n'ont personne en fait pour les appuyer, et en particulier les enfants qui sont souffrants. Donc, cette passion-là, je m'appuyais sur cette passion pour contenir la pression sociale que je pouvais recevoir. Ça, c'était un. Des deux, c'est l'environnement professionnel dans lequel j'étais en train de travailler qui me permettait aussi de contenir les pressions. C'est-à-dire cet environnement professionnel, dans les différentes organisations où j'ai travaillé, j'ai eu vraiment, bien que nous avons été exposés à tous ces risques que je vous ai cités et bien d'autres que je n'ai pas eu le temps de citer, j'ai eu en tout cas dans mon environnement professionnel des superviseurs qui vraiment, ils m'ont bien coaché, ils ont bien veillé sur moi, ils m'ont offert un environnement professionnel où je me sentais assez à l'aise et où je pouvais me dire oui, je peux aller travailler. Et j'ai eu aussi des collaborateurs qui étaient très bons en fait avec lesquels je pouvais travailler. Lorsque je me disais que voilà, c'est vrai qu'il y a du danger, mais je ne suis pas le seul humanitaire à être là-bas. Et il y a d'autres aussi qui sont là-bas, qui sont en train de travailler, et que donc je m'appuyais sur ça pour me donner la raison d'aller et d'aider les enfants au-delà des autres raisons que je viens de vous citer ici, Président. Ça permet d'avoir une bonne vision effectivement de ce que c'est que l'engagement humanitaire. Est-ce que toi, il y a des sujets sur lesquels tu aimerais revenir? J'aimerais revenir sur, j'aimerais parler à quelqu'un qui veut aller dans l'humanitaire. J'aimerais lui dire que si tu veux mieux apprendre de l'humanitaire, je veux dire vraiment un travail d'aide sur le terrain, comprendre comment ces gens sont en train de souffrir, les gens qui sont en train de souffrir, comment est-ce que tu peux les aider. Il faut savoir prendre le risque d'aller sur le terrain, là où ces gens sont en train de souffrir. Parce que là, tu seras facilement en contact avec eux, tu comprendras leurs problèmes et tu sauras comment les aider, mais aussi comment les faire participer à l'aide dont ils ont besoin. Mais pour arriver à ce point-là, tu peux avoir la connaissance à la base, à partir de ton itinéraire universitaire, mais aussi si tu n'as pas eu cette chance de faire cela, mais que tu veux y aller, tu peux aussi avoir ces connaissances à partir des institutions qui offrent les formations pour ceux-là qui veulent aller dans l'humanitaire ou renforcer les capacités de ceux qui sont déjà dans l'humanitaire. Des institutions comme Bioforce, par exemple. Ça te permet d'avoir ces compétences tant sur le plan managérial, comme je le disais, comme sur le plan technique. Oui, tu veux aller faire de l'humanitaire, il faut savoir que tu t'exposes à des risques qui sont réels. Ce ne sont pas des histoires que l'on voit à la télévision, mais c'est des histoires vraies. Des éléments qui peuvent t'aider à tenir, c'est de te rassurer que tu en as vraiment une passion, au-delà d'être une profession, au-delà d'être un travail que tu vas faire, mais que ce soit vraiment quelque chose que tu veux, que tu aimes et pour laquelle tu veux vraiment te donner. J'ai vu dans l'humanitaire des gens avec qui j'ai travaillé, je ne veux pas vous faire peur, mais j'ai vu des gens qui sont morts sur le champ du travail. Ils sont morts pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que dans les zones où on était, on a été attaqué et que voilà, ils ont perdu la vie là-dessus. Moi-même, j'ai failli perdre la vie, comme je vous l'ai dit. Mais ça n'a pas été une raison pour abandonner. J'aurais déjà abandonné, en tout cas. Il y a des années en arrière, j'aurais déjà abandonné. Parce qu'après le braquage, là où vraiment on a eu des coups de balles et tout ça, j'ai eu vraiment un ami à moi qui avait été même touché par des balles. J'ai été, je dirais, traumatisé pendant 3 mois.
Mais après un accompagnement, j'ai repris encore le travail. Et j'ai continué même dans des zones qui étaient encore à haut risque dans d'autres pays là où je suis parti. C'est à cause de la passion que j'avais, au-delà de la pression que je pouvais recevoir, mais c'est aussi à cause de la détermination que j'avais. Mais le travail humanitaire, au-delà de cette photographie que je viens de vous faire, qui, j'imagine, vous a fait peur un tout petit peu, le travail humanitaire, c'est un travail salutaire. Parce qu'à la fin des comptes, c'est qui te redonne la force. C'est comme je ne suis pas femme, mais je l'apprends de ma femme qui a déjà accouché. C'est comme une mère qui vient d'accoucher. Elle a des douleurs pendant qu'elle est en train d'accoucher, mais dès qu'elle voit l'enfant en train de pleurer, quand elle voit cet enfant-là, c'est comme si la douleur, elle est partie. Je l'ai dit par expérience pour avoir participé à l'accouchement de mon épouse. Et donc, vous aussi, en tant qu'humanitaire, c'est vrai, vous êtes exposé à différents risques, mais votre joie, c'est lorsque vous voyez cet enfant qui n'avait pas été en contact avec son père retrouver son sourire parce qu'il a été réunifié avec son père et sa mère. C'est lorsque vous voyez cet enfant qui a perdu son père et sa mère, sans espoir de l'avenir, être appuyé par votre structure, et après 5 ans, après 10 ans, je connais, en travaillant en RDC, il y a un enfant que nous avions sorti des forces et groupes armés, que nous avions encadré, il était adolescent, et puis après l'avoir encadré, nous l'avons donné la formation professionnelle en mécanique auto. Après la formation professionnelle, il a fait le stage au sein de la structure dans laquelle nous étions en train de travailler. Et après le stage, il a été embauché comme chauffeur au sein de l'organisation. Et il a évolué jusqu'à se développer, jusqu'à devenir père de famille et à fonder sa famille. Quand tu vois un tel cas, ça te donne encore, ça te booste, ça te dit oui, ce que je fais, c'est un travail noble. Parce que j'aide les autres à quitter de là où ils sont pour arriver à un autre stade de vie, à quitter la souffrance pour arriver à une terre d'espoir. C'est vrai que ce n'est pas toujours garanti, surtout dans les contextes d'urgence, là où vos interventions sont à courte durée, là où vous arrivez, vous n'avez qu'une année de projet, vous n'avez que 2 ans de projet, ou vous n'avez que, je ne sais pas, 3 ans d'intervention, vous devez partir. Vous ne savez pas voir toute cette progression. Même si tu ne sais pas voir la progression dans sa totalité, mais au moins le parcours avec la lueur d'espoir que tu as donné à cet enfant-là, le sourire que tu remets à sa bouche, c'est déjà un grand pas qui te fortifie et qui te dit « je ne me suis pas exposé inutilement, mais j'ai été utile ». Mais je vais finir aussi en disant que voilà, vous êtes dans la carrière humanitaire, vous voulez renforcer vos compétences, et c'est bien. C'est très important de renforcer ses compétences pour être en mesure de mieux offrir les services que l'on veut offrir, mais aussi pour être en mesure de mieux appuyer les équipes avec lesquelles nous travaillons. Jerry, merci beaucoup pour ce témoignage. Tu as donné de beaux conseils pour tous les humanitaires qui aimeraient se lancer. Je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Tu nous as bien expliqué tous les tenants et les aboutissants de ton rôle au sein des différentes structures auxquelles tu as pu participer. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ? Ce que j'aimerais ajouter, c'est que ça m'a fait un grand plaisir, Bertrand, de me donner cette opportunité de parler à un humanitaire, à une humanitaire qui est quelque part dans le monde, ou à une personne qui ambitionne faire une carrière humanitaire. Et je suis disponible si tu reçois des questions par rapport à ce que j'ai dit de la part des interlocuteurs ou des auditeurs, je veux dire. N'hésite pas, je serai disponible s'il y a des questions spécifiques pour lesquelles peut-être ce que j'ai dit, ils aimeraient peut-être avoir assez plus d'éclaircissement, et que si tu juges utile que je revienne sur certaines choses, je serai disponible pour partager ma petite expérience. Mais pas de souci. Et puis, si jamais il y a besoin et qu'on a beaucoup de questions, on pourra même refaire une interview auquel tu pourrais y répondre pour tout le monde. Ce sera avec plaisir. Jerry, merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi, Bertrand, pour l'opportunité. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire-toutattaché.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.